Voici les 10 étapes essentielles pour réussir votre achat immobilier. Pourquoi est-ce que c'est pertinent pour vous d'écouter? Parce que si vous suivez les étapes, je saupoudre plein de petits conseils, vous allez sauver du temps, de l'argent et surtout des erreurs. Depuis 2009, à chaque semaine, j'accompagne des acheteurs dans leur processus d'achat et je leur donne des conseils pendant des mois. Et aujourd'hui, je vous résume tous ces conseils dans une seule et même vidéo. La première étape, la planification financière de votre achat. C'est le nerf de la guerre. Il faut savoir quelle est votre capacité d'emprunt. Est-ce que vous pouvez acheter à 500 000, à 600 000, à 700 000? Vous devez absolument le savoir. Et non seulement ça, vous devez savoir quelle sera la mise de fonds que vous aurez besoin en pourcentage pour le type de propriété que vous voulez acheter. Est-ce que vous voulez acheter un condo, une maison, un duplex, un triplex, un bâtiment de 6 à 8 unités de résidentiel de location? En fonction de ce que vous voulez, vous allez avoir une mise de fonds à fournir. D'ailleurs, dans notre équipe, on a plusieurs courtiers hypothécaires qui peuvent vous dire exactement quel est votre budget. Donc, gênez-vous pas, vous nous écrire, on vous met en contact et vous allez savoir exactement ce que vous pouvez faire. Il y a des programmes qui vont faciliter la mise de fonds que vous allez avoir besoin pour acheter. Le premier programme s'appelle le RAP du REER. Vous allez emprunter de l'argent dans votre REER pour l'achat de votre première propriété et par la suite, vous avez un certain nombre d'années pour rembourser. Autrement, il y a le programme du CELIAPP qui vous permet de mettre un montant à chaque année qui totalise au total un montant de 40 000 que vous pouvez utiliser pour votre mise de fonds pour l'achat d'une première propriété. Et là, écoutez bien ça, très important. Quand vous êtes préautorisé, si on vous dit que votre maximum est de 600 000, mon conseil personnel, pourquoi ne pas dire « je vais m'arrêter à 550 000, je n'irai pas à mon maximum ». Pourquoi? Parce que sachez que l'augmentation des frais variables, comme par exemple les taxes municipales ou l'assurance, augmente de façon assez significative dans les dernières années. Donc, vous devez avoir du lousse, de l'argent de côté pour ces futures dépenses-là qui vont très certainement monter également. Le prochain point, oui, il y a la mise de fonds pour acheter votre propriété, mais je recommande à tous mes clients de prendre environ 1,5 à 2 de la valeur du bien immobilier qui est acheté. Ça vous prend ce montant-là, 1,5 à 2 du montant de la propriété qui est achetée, de côté en liquidité. Pourquoi? Pour tous les frais transactionnels pour l'acquisition, que ce soit le déménagement ou juste le frais d'inspection, de notaire, la taxe de bienvenue ou le frais de mutation. Tout ça, ça coûte des sous. Ensuite, quand vous installez, vous allez peut-être avoir de la peinture, la décoration, l'achat de quelques meubles. Donc, ça vous prend obligatoirement la mise de fonds pour l'achat, mais un 1,5 à 2 aussi de liquidité pour la transition, pour les premiers quelques mois que vous allez être propriétaire pour mettre votre propriété à son goût, juste les frais transactionnels de départ. Une petite note si vous prévoyez acheter un condo. Bien souvent, les copropriétés, les condos, ont des syndicats de copropriété qui sont sous-financés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de fonds dans les comptes pour subvenir aux besoins du bâtiment dans sa totalité, que ce soit assez d'argent pour payer la toiture à changer dans le futur ou les balcons ou quoi que ce soit. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'admettons que vous êtes préautorisé pour un montant de 500 000, vous dites « je vais être conservateur, je vais acheter à 450 000 un condo ». Mais si vous achetez une copropriété qui est sous-financée, bien, je vous dirais d'acheter encore plus bas, peut-être à 400 000, puis d'avoir des liquidités de côté aussi. Parce que qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez acheter le condo. Une fois propriétaire, vous allez certainement voir vos frais de condo monter significativement pour combler le sous-financement. Et non seulement ça, il serait très probable que vous ayez à payer des cotisations spéciales de quelques milliers de dollars pour peut-être changer la toiture, changer les balcons, parce que le syndicat de copropriété ne détient pas assez de fonds. Donc, lorsque vous achetez un condo, réduisez encore plus le budget, c'est-à-dire que si vous êtes un maximum de 500, vous dites « je vais aller à 450 », peut-être acheter à 420, 400. Pourquoi? Et non seulement ça, mettez-vous plus de liquidité de côté pour traverser les premières années. Vous allez très certainement avoir à débourser pour combler le manque qui a été sous-financé pendant des années. La deuxième étape, le choix de l'emplacement de la propriété que vous allez acheter. Bien souvent, je vois les acheteurs regarder plusieurs villes à gauche et à droite et là, sont complètement mêlés. Ce que j'ai dit toujours à mes clients, choisissez votre top 3 des villes ou des secteurs que vous appréciez et mettez toute votre attention sur ces villes-là ou ces secteurs-là. Pourquoi? Parce que de cette façon, vous allez trouver. Alors que si vous regardez dans toutes les différentes villes, vous allez être mêlés, vous allez avoir le sentiment que ça n'avance pas. Maintenant, comment choisir le top 3 de vos villes? Comment bien choisir? Je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec les centaines, voire même les milliers de clients à qui on a aidé avec l'équipe à bien choisir le secteur. C'est très important, écoutez bien ça. Regardez la distance entre
la propriété que vous pensez acheter et le travail, vos deux travails respectifs si vous êtes deux, par exemple. Regardez si la distance matin et soir dans le trafic, si c'est acceptable pour vous. Et là, attention, peut-être que vous êtes en télétravail ou en version de travail hybride, moitié-moitié. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui exigent de plus en plus de présentiel. Qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, vous perdez votre emploi, vous devez vous relocaliser? Il faut penser à moyen et long terme. Donc, assurez-vous de faire le calcul. Est-ce que la distance entre la propriété que je vais acheter et mon travail, à nos travails, est-ce que c'est acceptable? Non seulement ça, est-ce que la distance entre votre maison et vos amis, votre famille, vos passe-temps est acceptable? Parce que non seulement il faut vous rendre au travail, mais si vous êtes éloigné de tous les gens que vous aimez, que vous appréciez et que vous devez toujours vous taper de la distance avant d'aller voir, après quelques années, et ça c'est l'expérience de toutes les centaines de clients qui m'ont partagé cette rétroaction-là, vous allez vouloir déménager prématurément. Et lorsqu'on déménage prématurément, on perd souvent de l'argent parce que bien souvent, il faut être propriétaire peut-être de 5 à 7 ans pour voir un bien immobilier prendre de la valeur. Alors que si on vend peut-être après 2 ans ou 3 ans, on risque d'avoir une perte parce qu'on a mal choisi l'emplacement. La troisième étape, quelles sont vos options de propriété à acheter? Je vous explique. Maintenant que vous avez une idée très claire, vous savez quel est votre budget et vous savez les 3 villes potentielles que vous aimeriez déménager. Maintenant, il faut savoir quelles propriétés correspondent à votre budget dans ces villes-là. Est-ce que vous pouvez acheter un condo? Peut-être que ce serait une maison arrangée, une maison jumelée, une maison détachée avec garage, pas de garage, une maison avec un bachelor, un duplex, un triplex. Quelle propriété va correspondre à ce que vous pouvez acheter? Bien souvent, il y a des gens qui viennent à mon bureau avec mon équipe, on essaie de les aider, ils nous disent « Gabriel, on aimerait ça avoir une maison avec un garage, on regarde le budget. » Malheureusement, ce n'est pas accessible. Donc, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est d'être réaliste en fonction de votre budget. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, avec nos clients, par exemple, ce qu'on va faire, on va regarder dans les 3 villes les prix vendus. À quel prix les propriétés se sont vendues dans les derniers 3 mois? Et là, on regarde pour les condos, les maisons, les duplex, les triplex, les maisons avec bachelor, quelles étaient les fourchettes de prix? Et si on voit que ce n'est pas accessible, immédiatement, on enlève ces possibilités. On se concentre uniquement sur ce qui est atteignable comme objectif. Bien souvent, les gens vont avoir des objectifs qui ne sont pas réalistes. Ils vont perdre des semaines et des mois en souhaitant que le marché change de direction pour un jour réussir à acheter tel ou tel type de propriété. Ça ne marchera pas, il faut être réaliste. Avec mon budget, qu'est-ce que je peux acheter aujourd'hui? Admettons par exemple que vous pouvez acheter soit un condo ou une maison jumelée. Mettez toute votre attention sur ces 2 alternatives-là. Et si vous avez peut-être un petit peu plus de budget, vous pouvez vous permettre une maison isolée, mais de petite superficie. Concentrez-vous sur est-ce que ça va peut-être être un condo, une maison jumelée, une maison isolée dans ces 3 secteurs-là et mettez toute votre attention pour trouver le meilleur rapport qualité-prix dans ces critères et dans ces types de propriétés-là. C'est à cette étape que souvent il faut faire des concessions. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez que tel type de propriété, vous voulez une propriété à étage, c'est pas accessible, bien, je vais faire la concession, je vais faire le compromis. Je ne l'achèterai pas, je vais en acheter une plus petite sur un étage, mais au moins je le sais dès le départ pour focaliser mon attention juste sur ce type de propriété-là. Et l'autre petite parenthèse, si vous optez pour un triplex ou un quadruplex comme propriétaire occupant, évidemment, les revenus par logement vont affecter votre capacité d'emprunt et l'éventail de vos choix. Si, par exemple, vous optiez pour un triplex, quadruplex avec d'excellents revenus et qu'il y avait un des logements qui était vacant, possiblement que vous pourriez l'acheter alors que le même immeuble à revenus de l'autre côté de la rue, si celui-ci avait des revenus très bas, vous ne pourriez peut-être pas l'acheter. C'est un petit peu plus financier cette approche-là, mais c'est important dans son ensemble. Le message que je veux véhiculer, c'est d'avoir des attentes qui sont réalistes, faire des compromis, des concessions si on ne peut pas accéder à tel type de propriété et par la suite, foncer avec un plan de match clair sur les propriétés, peut-être les 1 ou 2 types de propriétés qu'on peut acheter et de chercher uniquement là-dedans. La 4e étape maintenant, vos critères et la recherche en ligne. Ce qu'il faut faire à cette étape-là, très simple, on définit les critères pour les types de propriétés que vous pouvez acheter. Évidemment, là, vous allez avoir une alerte automatique. Ça va être important de regarder à tous les jours, mais de ne pas uniquement regarder les propriétés qui sont alléchantes à regarder, celles qui sont wow. Je vous recommande d'élargir les critères un peu en début de parcours et de peaufiner les critères par la suite. Pourquoi? Parce que bien souvent, les clients qui commencent vont dire « Ah, cette propriété-là est moins belle ». Mais belle ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, parce que si on change la peinture et si on change les rideaux et les luminaires, peut-être que soudainement, elle peut devenir exceptionnelle. Donc, soyez ouverts aux possibilités pour pouvoir saisir des bonnes opportunités qui passent sous le radar, parce que la majorité des gens, 90% des acheteurs vont regarder les propriétés qui font battre leur cœur. C'est correct, mais il faut aussi regarder celles qui sont peut-être moins alléchantes. Hein? La semaine dernière, j'étais avec un couple d'acheteurs. On va visiter une propriété, les propriétaires ont 80 quelques années, donc la propriété est structurellement saine, mais moins alléchante parce qu'elle n'est pas au goût du jour. Ça représentait un excellent achat. Ils ont fait l'offre d'achat
Et qu'est-ce qui est bien, c'est que dans quelques années, ils vont en faire la peinture, les luminaires, la décoration, ils vont changer un petit peu l'intérieur et rapidement, elle va redevenir wow. Et ils ont acheté un prix qui est en deçà des maisons wow. Et là, il y a une activité que j'aime beaucoup faire avec tous nos clients, avec mon équipe. Quand on est en mode, on regarde les critères, on a des alertes automatiques, on regarde à tous les jours. Pour que ce soit encore plus pertinent, ce que je fais, j'ai dit, bon, là, on sait c'est quoi la ville, c'est quoi le budget, on connaît les critères. Qu'est-ce que vous diriez si on regardait pour les 3 derniers mois, celles qui se sont vendues, quel était le prix demandé versus le prix vendu? C'est intéressant parce qu'après ça, on peut voir comment on peut s'y prendre pour les prochaines propriétés qui sortiraient. Non seulement ça, on regarde combien de jours ça a pris à vendre. Des fois, je prends le téléphone, j'appelle le courtier qui représentait les propriétaires, je dis, quand tu l'as mis sur le marché, je vois que c'était vendu en 7 jours, combien est-ce que tu as eu de visites et d'offres? Pourquoi? Parce que par la suite, si cette même genre de maison-là ressort sur le marché et qu'on sait qu'en moyenne, ça prend 1 à 2 semaines maximum que ça soit vendu, puis généralement, il y a peut-être 20 à 30 visites, on va s'empresser de la visiter et on va préparer notre approche en conséquence. Donc, non seulement on a une alerte automatique, mais on étudie ce qui s'est passé dans les derniers 2-3 mois en termes de détails vraiment précis pour qu'une fois que la propriété ressorte à nouveau, une propriété qui soit similaire, peut-être même sur la même rue, on soit vraiment d'attaque pour aller la visiter rapidement et signifier notre intention de faire une offre rapidement et avec la bonne approche, possiblement l'emporter. La 5e étape, l'examen de la fiche d'information de la propriété que vous voulez visiter et tous les documents connexes. Ce que je veux dire, ce n'est pas une question de quantité de visites. C'est une question de qualité de visite. Ce que je veux dire, les acheteurs qui ne sont pas accompagnés de professionnels souvent font l'erreur de visiter pendant des mois, des dizaines et des dizaines de propriétés et à la fin de tout ça, sont découragés parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Ce que je préfère faire avec tous nos clients dans l'équipe, on visite, oui, mais après avoir lu la fiche d'information, non seulement ça, on regarde, bon, les dimensions des pièces, des aires communes comme la cuisine, la salle à manger, les chambres des enfants, est-ce que c'est acceptable? Je donne un devoir à nos clients. Prenez un ruban à mesurer, mesurez chacune de vos pièces où vous habitez actuellement. Ça sera votre base de comparatif. Et lorsque vous regardez une fiche, vous allez comprendre mieux, OK, la chambre est de la même dimension que mon fils a actuellement, ça pourrait fonctionner. Bien souvent, les gens vont visiter une propriété. Ah, les chambres sont trop petites. Oui, mais vous aviez la chance de le voir sur la fiche si vous aviez pris le temps de bien regarder vos dimensions versus ce qui est sur le marché. Et là, ça paraît anodin, mais dites-vous, imaginez, vous faites une visite seul ou avec vos enfants, vous déplacez à la visite, vous faites la visite, vous revenez, vous allez peut-être perdre plusieurs heures pour une visite qui n'a même pas fonctionné. Donc, qualité versus quantité. Vous voulez lire la fiche d'information. Vous voulez lire la déclaration du vendeur. Est-ce qu'il y a déjà eu un suicide dans la maison? Est-ce qu'il y a déjà un dégât d'eau? Est-ce que la fondation est en bloc de béton et est plus susceptible de laisser rentrer l'eau? Est-ce qu'il y a déjà eu un incendie? Est-ce qu'il y a déjà eu une problématique majeure que vous devez savoir? Possiblement qu'à la lecture de la déclaration du vendeur, vous allez vous dire « Oh, une chance que je l'ai su, je n'aurais jamais visité. » Donc, il faut lire l'information, en prendre connaissance et ensuite visiter parce que de cette façon-là, soyez pas surpris si après peut-être 5-10 visites, vous avez déjà trouvé la propriété qui correspond à vos besoins. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, regardez sur Google Maps. Est-ce que la rue, est-ce que le boulevard vous plaît? Est-ce que l'environnement vous plaît? Parce que peut-être que vous allez dire « Ah, c'est bien trop passant. C'est trop passant pour mes enfants, je n'irai pas la visiter. » Donc, lorsqu'on est stratégique dans sa gestion du temps, dans son évaluation de l'information qui nous est donnée, on peut trouver rapidement et on n'a pas l'impression de s'éterniser pendant des mois et des mois et des mois à visiter et à dire « je ne réaliserai jamais mon plan de match d'acheter ». Avec la bonne stratégie, avec la bonne gestion du temps, avec le temps qu'on met à bien lire les documents, surtout si on est bien accompagné, on peut arriver à nos fins vraiment rapidement. La 6e étape, la communication avec le parti vendeur, avec la personne qui vend sa propriété ou son représentant, son courtier immobilier. C'est un processus de séduction. Pourquoi? Parce que si vous communiquez de façon claire, avant la visite, pendant la visite, après la visite, vos chances de l'emporter si vous faites une offre augmentent de façon significative. Ce que ça veut dire, pour tous nos clients, ce qu'on fait avant une visite, on contacte le courtier qui représente les vendeurs. On demande pourquoi les gens vendent, quelle est la motivation. On veut avoir de l'empathie pour leur situation, on veut connaître. Parfait. Quelle serait la date idéale? Il est indiqué un approximatif d'un temps qu'on pourrait déménager dans la maison, mais quelle serait la date parfaite pour eux? Excellent. Est-ce que vous avez déjà reçu des offres? Si oui, est-ce que vous avez eu des irritants? Est-ce que, par exemple, des offres étaient trop basses, ça vous a insulté? Est-ce qu'il y a déjà eu une inspection? Et si oui, est-ce que c'est tombé à cause d'éléments majeurs? Et s'il y a eu des éléments majeurs, est-ce qu'il y a eu des correctifs? Tout ce que vous devez savoir avant pour arriver, et non seulement ça, en préparant comme ça, le parti vendeur se dit « Wow, ils sont vraiment sérieux, leurs questions sont pertinentes, il y a un objectif pourquoi ils posent ces questions-là. » Et non seulement ça, j'en profite pour parler avec le parti vendeur. Écoute, nous, nos clients ont tel âge et tel âge, voici leur profession, leur situation familiale, connaissent bien le coin, ils sont prêtorisés, on en a visité quelqu'un dans le coin, puis on sait très bien que si, après la visite, ça fonctionne,
il y a des très bonnes chances que je vous appelle pour présenter une offre d'achat parce qu'eux, ils visitent non pas pour le plaisir, mais pour acheter, pour déménager. Donc, la personne qui reçoit ce message-là se dit « Wow, ils sont vraiment sérieux ». Et moi, j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de visites dans ma carrière et pratiquement jamais j'ai ce genre d'appel-là sur les propriétés que j'ai à vendre. Alors, lorsque moi, je passe ce genre d'appel-là pour mes clients acheteurs, aux parties vendeurs, ils sont éblouis, ils sont comme « Wow, c'est sérieux, ils sont structurés, ils sont empathiques, ils s'intéressent à nous. » Donc, ça met la table pour les négociations futures. La 7e étape, les visites et les comptes rendus de visite. Et là, c'est important. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Lorsque vous visitez, arrivez à l'avance. Pas à l'heure, à l'avance. Pourquoi? Écoutez bien ça. Lorsque vous arrivez à l'avance, vous pouvez prendre le temps de regarder la rue. Il y a des gens qui se promènent avec leur chien. Demandez-leur, comment vous aimez le secteur? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez moins? Les gens vont tout vous dire. Regardez si l'emplacement, la rue. Prenez une marche. Voyez si vous vous sentez bien. C'est aussi important que la propriété. Et non seulement ça, si vous avez un bon courtier à vos côtés, il va vous faire ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle une genre de pré-inspection. Vous allez regarder la façade. Bon, quel est l'état de la toiture? Hein? Les fenêtres, la porte, les balcons. Hein? Est-ce que l'aménagement paysager est bien? Est-ce que la fondation semble bien? Est-ce qu'il y a des fissures? On peut faire une pré-inspection avant même de rentrer. Et bien souvent, l'aménagement, le soin que les propriétaires ont pris à mettre ça attrayant à l'extérieur, hein, que c'est bien soigné, ça représente souvent la qualité du soin qu'ils vont lui donner à l'intérieur également. Donc, arrivez bien en avance. Si vous prévoyez être là avec votre conjoint, conjointe ou vos enfants, c'est bien. S'il y a plus de gens qui vous accompagnent, mentionnez-le avant d'arriver. Parce que bien souvent, il y a des gens qui arrivent, sont un groupe de 12. Ça peut être un choc pour la propriétaire de 82 ans qui vous attend dans le salon. C'est anecdotique, mais ça arrive très souvent. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour un projet d'achat et vous voulez être accompagné par mon équipe, écrivez-moi. Avec mon équipe, on va prendre rendez-vous en personne ou en Zoom, puis on va vous accompagner de A à Z pour vous éviter toutes les erreurs possibles et surtout vous aider à acheter ou vendre au juste prix. On continue avec les visites. La politesse. Vous rentrez, vous croisez les propriétaires à l'extérieur ou vous les croisez à l'intérieur si vous êtes chanceux. Saluez-le, présentez-vous, votre conjoint, conjointe, vos enfants, le nom, hein, d'où vous venez. Préparez la table, parce que si vous êtes sélectif dans les propriétés que vous visitez, c'est très possible que la propriété en question vous fasse une offre. Donc, présentez-vous, hein. Établissez un lien. Personne ne le fait. Nos clients le font toujours lorsqu'on a l'occasion. Et c'est drôle, on emporte souvent les offres lorsqu'on est en offre multiple pour ces genres de petits détails-là. Donc, la politesse, vous arrivez à l'heure, vous êtes souriant, vous vous présentez. Quand vous rentrez, vous enlevez vos souliers. Hein, c'est des détails, mais les gens ne le font pas. Et là, si vous avez des enfants, vous assurez d'avoir un œil sur vos enfants pour ne pas toucher, pour ne pas sauter sur les lits. J'ai des clients qui ont des caméras, puis bien souvent, lorsqu'on ne le dit pas, les gens, des fois, il faut les ramener à l'ordre. Donc, je vous le dis tout de suite. Et là, si vous visitez et que vous sortez de la visite, vous avez apprécié, prenez pas 4 jours à réfléchir. Et là, ce n'est pas une question de pression. Si la propriété vous plaît, manifestez-vous rapidement avec votre courtier ou si vous êtes seul. Donnez votre compte-rendu au propriétaire ou au courtier immobilier du propriétaire. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire « Wow! Je reçois plus de 5000 visites par année, à chaque année, sur les propriétés que j'ai à vendre. 5000 visites. La plupart du temps, j'attends 3 jours, 2-3 jours avant de recevoir le compte-rendu. De notre côté, on le donne en sortant de la visite ou le lendemain matin. Pourquoi? Parce que les propriétaires ont hâte de savoir qu'est-ce qu'on pensait de la visite, est-ce qu'ils vont faire une offre d'achat. Donc, le simple fait de le faire de façon proactive, on vient se démarquer du lot. Et non seulement ça, on peut dire quelque chose comme « Hey, écoute, mes clients ont vraiment aimé la propriété. On s'en va tout de suite rédiger une offre d'achat. Quand c'est signé, je t'avise, est-ce que tu penses qu'on peut se faire un rendez-vous pour présenter l'offre? » Donc, ce que je fais, c'est que quand j'appelle le courtier qui représente le vendeur, je lui dis, en sortant de la visite le lendemain matin, « Mes clients ont beaucoup aimé. On est préautorisé. Ça correspond exactement. D'ailleurs, mes clients ont croisé tes clients. Ils sont vraiment, c'était le fun. On a eu une belle discussion. Je vais rédiger l'offre ce soir. Quand c'est signé, je t'avise. Est-ce qu'on peut tout de suite prendre rendez-vous pour que je la présente demain? Parce que le marché immobilier va vite, surtout pour les produits qui sont convoités. En étant proactif comme ça, on va peut-être réussir à présenter l'offre demain, s'entendre sur un prix, peut-être être en compétition contre peut-être 2-3 autres offres, alors que si ça avait été dans 4 jours, on a peut-être rivalisé contre 10 offres, 8 offres. Hein? Donc, la rapidité d'exécution, l'efficacité va vous avantager dans un contexte de négociation et les propriétaires risquent de vouloir vous vendre à vous et vos clients parce que vous avez pris le temps d'établir un lien avec eux. La 8e étape, la présentation de l'offre d'achat, de la promesse d'achat. Ça, c'est un art de négocier parce que l'erreur que les gens font, ils envoient leur offre par courriel sans y ajouter une touche humaine. À ne pas faire. Toujours présenter en personne ou en vidéoconférence. On le fait pour tous nos clients. Parce que c'est non pas juste des chiffres, mais c'est des humains qui vendent à d'autres humains, donc il y a une relation.
Et si on a pris le temps d'établir la relation pendant la visite, si on les a croisés, on a déjà établi ce lien-là, on vient le renforcer dans la présentation. Et là, ce qu'on veut faire, on veut enlever le stress que les propriétaires peuvent avoir sur la capacité financière des acheteurs. On démontre la lettre de préautorisation bancaire. Au besoin, on fait intervenir le courtier hypothécaire ou le banquier en personne ou au téléphone pour mettre une couche de crédibilité. Parce qu'on veut, on veut que le parti acheteur transmette au parti vendeur de la confiance, de la certitude, de l'assurance que ça va bien fonctionner. On présente son équipe. Voici mon inspecteur qu'on a choisi. D'ailleurs, l'inspecteur serait disponible demain ou après-demain pour faire l'inspection. On a déjà des plages réservées si on s'entend. C'est un inspecteur qui a sa licence, qui a ses assurances, qui a beaucoup d'expérience. C'est un inspecteur qui n'est pas alarmiste, mais informatif. Parce que les parties vendeurs sont stressés de l'inspection, mais si on les rassure que c'est une personne de confiance, qu'on a déjà parlé, qui est rassurant, qui a de l'expérience, qui est informatif, qui va bien vulgariser, on rassure les deux parties, on avance. Et on peut présenter également son notaire. Ça, c'est le notaire de notre famille qu'on a utilisé dans le passé. Mon père a utilisé. Il est disponible pour qu'on fasse la transaction. À la date, vous voyez, vous vouliez qu'on déménage telle date. Je vous offre telle date dans l'offre. Si vous êtes capable d'offrir la date qu'ils désirent, ça va vous avantager. Donc, le plus possible, essayez le plus possible de leur donner une date proche de ce qu'ils veulent et de leur dire que le notaire est disponible pour cette date-là. Donc, imaginez, vous vendez votre propriété. Le courtier immobilier qui représente les acheteurs ou les acheteurs vont parler de l'équipe. Qui est le banquier? Qui est le notaire? Qui est l'inspecteur? C'est quoi leur profil? Et en plus de ça, ils vont dire, regardez, les acheteurs, voici le nom de l'acheteur, leur profession, voici ce qu'ils ont aimé de votre maison. Au lieu de juste parler du prix, ils ont aimé l'aménagement de votre cour, ils se voient vivre là, ils se voient recevoir leurs amis, leurs parentés là. Ils ont tellement apprécié votre cuisine, ils se voient là, discuter en famille, les enfants reviennent de l'école, ils s'assoient sur l'îlot, on jase en famille, on a les parties de Noël. Ils se voient prendre le flambeau, le flambeau. Et en faisant ça, les chances de l'emporter augmentent de façon significative. Donc, rappelez-vous, structurer la présentation, la faire en personne ou en Zoom, avoir tous vos intervenants prêts à répondre à l'appel s'ils veulent venir ajouter une couche de crédibilité, faire le pont entre les deux, ajouter ce côté humain-là, vous présenter qui vous êtes. Et si vous voulez négocier, il n'y a pas de problème. Mon conseil, évitez les offres agressives parce que vous voulez uniquement avoir des deals. Dans le marché actuel, pour la très grande majorité des transactions, les propriétés se vendent au juste prix ou proche du juste prix. C'est rare que ça va se vendre vraiment en bas du marché parce que les gens ne veulent pas perdre de l'argent. Ils vont le mettre au juste prix. Puis s'ils mettent un prix plus bas, le marché risque de monter le prix en haut avec une offre multiple. Donc, essayez pas de négocier agressivement juste pour gagner. Vous allez l'hériter, l'autre partie, et vous n'allez pas réussir à acheter. Si vous voulez négocier, vous avez des arguments, des comparables vendus autour dans les derniers 2-3 mois, présentez-le avec empathie. Hein? Regardez, on a basé notre offre d'achat sur ce qui s'est vendu autour. Vous demandez de tel prix, on n'est pas très loin, on est à ce prix-là. Mais base pourquoi? Parce qu'on a regardé tout ce qui s'était vendu par rapport aux caractéristiques que vous avez également. Et on a pris en note également les choses qu'on avait à améliorer dans votre maison. On sait que la toiture, elle est due pour cette année. Et donc, notre offre qu'on vous présente est conséquente de l'évaluation de ce qui s'est vendu et de la condition de votre propriété. Et on l'a adoré. En faisant ça, vos chances de réussir à avoir une acceptation augmentent parce que vous avez démontré avec des faits pourquoi vous offriez tel prix. Souvent, les gens vont négocier, vont dire « Moi, j'offre tel prix parce que c'est ma capacité d'achat. » Votre capacité d'achat n'est pas reliée au prix offert. Donc, pensez à tout ça. Ça fait beaucoup de choses à se rappeler. C'est pour ça qu'il y a des courtiers immobiliers comme moi et mon équipe pour vous guider. Vous nous écrivez, on est là pour vous aider. La 9e étape, l'inspection et l'obtention du financement. Lorsque vous réussissez à avoir une acceptation sur l'offre présentée, vous devez être proactif pour la réalisation des conditions. Ça paraît simple, mais c'est très rare que les gens se démarquent par leur proactivité. Si vous avez, comme je l'ai dit précédemment, choisi votre inspecteur, déjà cédulé une plage, vous allez pouvoir rapidement faire l'inspection. Et c'est une bonne chose pour vous et pour le parti vendeur parce que c'est un gros morceau. Ça va vous rassurer de savoir que la maison est saine et qu'il n'y a pas de problématique majeure. Et s'il y a des problématiques majeures, peut-être trouver une entente avec le parti vendeur pour avoir des correctifs ou un ajustement de prix qui démontre que les parties comprennent qu'il y a une problématique à réparer maintenant. Mais plus c'est fait rapidement, plus on peut passer à autre chose, aux étapes suivantes. Pendant que l'inspection est faite, on essaie d'avoir la lettre de financement finale le plus rapidement possible. Comment l'obtenir? Eh bien, si les acheteurs ont fait leur devoir, tout fourni leurs documents au courtier hypothécaire ou au banquier qui est proactif, qui a une bonne gestion du temps, qui travaille de façon intense, qui priorise ses clients, il y a des très bonnes chances que l'obtention de la lettre finale d'acceptation rentre très rapidement. Le délai habituel est d'environ de 10 à 15 jours. Mais pour beaucoup de nos clients, on réussit à l'obtenir en quelques jours seulement parce que lorsque c'est accepté, on envoie le dossier au banquier, au courtier hypothécaire, qui est très efficace. En l'espace de quelques jours, on réussit à avoir l'acceptation. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que lorsqu'une personne vend sa propriété,
le plus rapidement l'inspection et la lettre d'obtention du financement est reçue, est fait, que c'est réalisé, la meilleure est l'expérience pour eux, mais aussi pour vous. Donc, c'est une question de faire les choses, mais de bien faire les choses et de s'assurer que les professionnels qui vont vous entourer, qui vont vous accompagner, qui vont vous réaliser votre condition avec vous, sont efficaces, sont réactifs, ils ont une bonne gestion du temps. Facile à dire, moins facile à faire dans la vraie vie. Et là, il y a une autre condition qui s'ajoute lorsque vous achetez un condo. Il va y avoir la réalisation des documents financiers. Ce que ça veut dire, le syndicat de copropriété, les finances de ce syndicat-là doivent être saines, doivent être bien financées. Donc, vous allez ajouter une clause qui va vous permettre d'étudier, par exemple, les états financiers, les procès-verbaux, le fonds de prévoyance, le carnet d'entretien des dépenses à venir. Est-ce qu'il y a un fonds d'auto-assurance? Est-ce que, de façon générale, les fonds accessibles maintenant dans le syndicat sont suffisants pour couvrir les dépenses à venir, par exemple, pour la toiture, le balcon, les réparations futures? Ou est-ce qu'au contraire, le syndicat est sous-financé et qu'on peut peut-être acheter, mais en ayant une pleine conscience qu'on devra réinjecter des fonds à travers le temps avec des frais de condo qui seront plus élevés ou des cotisations spéciales? Donc, vous devez réaliser cette condition-là. Si vous avez un comptable à votre portée, vous pouvez étudier les documents avec un comptable ou avec un courtier immobilier qui a l'expérience comme notre équipe. D'ailleurs, j'ai fait un bac, une maîtrise en finance. J'ai fait les examens du CFA 1, 2, 3. Donc, avec mon équipe, on est bien placé pour vous accompagner dans tout ce qui touche l'étude des documents financiers. Et pour l'achat d'un condo, maintenant et pour le futur, ça va être quelque chose qui va être extrêmement crucial de s'assurer d'acheter une copropriété dont les finances ne sont pas catastrophiques à court, moyen terme. La 10e étape maintenant, le notaire et tout ce qui s'en vient avant le notaire. Vous avez déterminé une date pour passer au notaire dans quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce que vous devez faire? Il y a plusieurs choses que vous devez faire d'ici le notaire. Il faut penser à « Ah, c'est vrai, il y a un changement d'adresse. Je pourrais peut-être aller voir Post Canada pour avoir le système de renvoi de courrier de mon adresse actuelle jusqu'à ma prochaine adresse parce que vous allez voir pendant les mois à venir, il va y avoir plein de courriers. Ah, c'est vrai, j'avais oublié de donner mon changement d'adresse. » Donc, pensez à ça. Tout ce qui est les services, l'hydro, le câble, Internet, il faut penser à les notifier que vous allez être à cette adresse-là et pour vous assurer que le compte d'Hydro-Québec soit à votre nom en date de la journée que vous allez passer au notaire. Et pensez-y, peut-être qu'il y a des contrats de neige, des contrats de gazon que les propriétaires ont. Peut-être que vous voulez prendre le relais, les contrats de système d'alarme. Donc, assurez-vous de regarder quels seront mes besoins futurs dans la prochaine propriété. Est-ce que je peux tout de suite me manifester pour prendre en charge les contrats, comme je l'ai mentionné pour la neige, pour le gazon, le système d'alarme, le contrat de location du réservoir au propane? Et peut-être que les propriétaires actuels ont des meubles à vendre. Bien souvent, c'est le cas. Si vous ne vous manifestez pas tout de suite, vous allez dire « Ah, avoir su, je leur ai dit que j'aurais acheté leur mobilier parce que ça m'aurait fait ça de moins à magasiner. » Donc, manifestez-vous, dites-leur, s'il y avait des choses à vendre, dites-moi là, je serais peut-être acheteur, donc ça fait ça de moins à magasiner. C'est peut-être le temps aussi de regarder l'assurance habitation, magasiner, allez voir qu'est-ce qui s'offre sur le marché. C'est obligatoire, mais il y a des places où c'est plus avantageux que d'autres. L'assurance hypothécaire, l'assurance vie, des fois, si vous achetez à deux, c'est peut-être une bonne chose d'avoir une assurance vie, une assurance hypothécaire dans le cas où un des deux décédait. C'est un bon moment de le faire, cette mise à jour-là. Et si vous achetez une propriété où il y a une piscine, il y a un spa, il y a un système d'irrigation et que vous ne connaissez pas ça, bien dites au propriétaire, « Hey, quand tu vas démarrer la piscine, le spa, le système de gicleur, le système d'irrigation, dites au propriétaire, quand vous allez démarrer la piscine, le spa ou le système d'irrigation pour le gazon, est-ce que je pourrais venir voir comment vous le faites? Parce qu'un coup que ça va être démarré, bien, ils ne pourront pas vous le montrer. Donc, toujours pensez à toutes les choses que vous voulez savoir sur la maison, sur la propriété, sur le condo, sur le plex, toutes ces choses-là. Demandez-leur avant pour que quand ça va arriver, vous ayez le temps d'aller voir. Et là, quand vous allez devenir propriétaire, vous allez avoir toute une conscience de tout ce que vous allez avoir à faire. Vous allez bien démarrer. Et là, votre déménagement, vous allez dire, oui, c'est vrai, il faut que je le planifie. Mais dites-vous une chose, des fois, la date de notaire de déménagement, la date de déménagement surtout, peut changer. Les propriétaires actuels, s'ils trouvent un endroit, ils déménagent peut-être 4-5 jours avant. Possiblement que vous allez vouloir déménager le 24 ou le 23 juin au lieu du 1er juillet, alors que là, c'est la folie du 1er juillet. Bien là, restez en contact et dites-leur, hey, si jamais votre date change, ah oui, votre date va changer, ça risque d'être plus tôt. Merci de me le dire. Et si c'est plus tôt, vous allez pouvoir faire un changement de date avec le déménageur pour séduire une date où il va y avoir moins de demandes. Il y a moins de gens qui déménagent le 23 juin que le 1er juillet parce que le 1er juillet, c'est la folie au Québec. Si vous avez un projet d'achat ou de vente qui s'en vient avec mon équipe, on est là pour vous aider de A à Z, d'éliminer le stress, les erreurs, nous assurer que vous achetiez au juste prix, que vous vendiez au juste prix. C'est pas compliqué. Vous nous écrivez un petit courriel, vous nous appelez. On se dit une rencontre en personne ou en Zoom et à partir de là, vous faites partie de la famille. On vous accompagne pour réaliser le tout et on est là jusqu'à chez le notaire. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, restez avec moi parce que j'en ai d'autres qui vont suivre, qui vont être tout aussi importantes pour vous d'écouter, surtout si vous avez un projet de vente et d'achat. En attendant, je vous dis de bien prendre soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo.